Bonsoir et bienvenue à cette table ronde virtuelle sur la vie des personnes migrantes au Québec, précarité au quotidien, solidarité et mobilisation. Cet événement est présenté conjointement par Amnesty International Canada francophone et la Confédération des syndicats nationaux CSN. Je m'appelle Marissa Berry-Mendez, je suis responsable des campagnes ici chez Amnesty International. Je vais faire quelques points d'accueil et des points techniques avant de passer la parole à notre animatrice Jill Henley. Donc, je me joins à vous à partir de Tiohtià:ke ou Montréal, où sont situés les bureaux d'Amnesty International Canada francophone et de la CSN. Je voudrais reconnaître que nos bureaux sont situés en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nombre d'entre nous sommes virtuellement réunis aujourd'hui. Tiohtià:ke est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Et je sais que nous comptons parmi nous des participants et participantes de partout au Québec et même au-delà. Donc, je vous invite maintenant à partager dans le chat de quel territoire vous vous joignez à nous. Si jamais vous n'êtes pas certaine du territoire où vous êtes situé, je vous invite à consulter l'outil de cartographie nativeland.ca que ma collègue Anna va partager dans le chat. C'est un outil très intéressant. Donc, cette conférence virtuelle est la deuxième dans une série de 2 portant sur les migrations précaires. La série se situe dans le contexte de notre campagne essentielle pour la protection des droits des personnes migrantes au Québec et au Canada. Alors, je vais continuer en faisant brièvement un point sur quelques détails techniques. Par la suite, on va entendre un mot de notre partenaire à la CSN. Et ensuite, je vais passer la parole à notre animatrice qui présentera la table ronde et qui animera la période de questions qui suit. Alors, juste quelques petits détails techniques. Donc, votre microphone est désactivé pour une meilleure audibilité des panélistes, mais vous auriez l'option de l'avoir activé lors de la période de questions et réponses. Vous pouvez converser en tout temps avec les animatrices et les participants et participantes via le chat. Et si vous avez des questions à poser pour les panélistes, vous pouvez le faire via la boîte de questions et réponses. Et bien sûr, si vous tweetez en direct du webinaire, n'oubliez pas de nous identifier. Donc, avant de présenter Jill, j'aimerais mentionner que cette conférence s'organise dans le cadre, comme j'ai mentionné tantôt, de la campagne essentielle d'Amnesty International. Il s'agit d'une campagne pour la défense des droits des personnes migrantes au Québec et au Canada qui revendique la régularisation des statuts des personnes sans statut et à statut précaire qui sont présentes ici comme la meilleure façon de protéger leurs droits. Je vais en parler un peu plus à la fin, mais pour l'instant, j'aimerais inviter ma collègue Marie-Hélène Bonin de notre partenaire, la CSN, à vous adresser quelques mots. Oui, bonjour. Il me fait plaisir de parler au nom de la CSN pour ce deuxième webinaire. On a accepté avec grand plaisir de joindre la campagne d'Amnesty essentielle parce que la CSN croit que certains principes fondamentaux doivent guider les politiques d'immigration des gouvernements, autant au niveau canadien que québécois, et que le respect des règles démocratiques, du droit international, des droits des personnes et de l'égalité des personnes est essentiel. Or, en ce moment, on fait face à une politique migratoire qui semble de plus en plus axée sur l'utilisation seulement des personnes comme des outils de production. Et pour nous, la politique migratoire doit inclure non seulement des considérations économiques, mais aussi des considérations d'ouverture au monde, de reconnaissance de l'apport des personnes immigrantes à notre culture et à notre société, et aussi des principes de solidarité humaine. Il est très important pour nous que le Canada
et le Québec continuent d'accueillir des demandeurs d'asile et des réfugiés et dans le respect des engagements internationaux du Canada en matière de protection des personnes. On revendique aussi l'octroi de la résidence permanente après 3 ans d'une décision qui aurait été rejetée pour un demandeur d'asile, à moins qu'il s'agisse de motifs sécuritaires. Et enfin, nous revendiquons aussi l'accès à la résidence permanente pour les travailleurs et travailleuses temporaires qui sont déjà sur le territoire depuis au moins 1 an. Alors, sur ce, je redonne la parole à l'animatrice Jill Henley de ce panel et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci, Marie-Hélène. En fait, j'allais juste présenter Jill. Donc, merci pour tes mots. Nous sommes évidemment heureuses chez Amnesty de compter sur l'appui de la CSN dans le cadre de cette campagne. Et avec nous ce soir, nous avons des intervenants et des militants et militantes d'organismes communautaires qui mènent cette lutte pour les droits des personnes migrantes depuis de nombreuses années. Donc, sans plus tarder, je vous présente notre animatrice. Jill Henley est professeure titulaire à l'École de travail social de McGill. Elle est directrice scientifique de l'Institut de recherche Sherpa sur les enjeux de migration, de santé et de services sociaux. Elle est également cofondatrice du Centre des travailleurs et travailleuses immigrantes ici à Montréal. Donc, merci d'être avec nous ce soir, Jill, et la parole est à toi. Merci beaucoup, Marissa et Marie-Hélène. Je suis vraiment contente d'être ici ce soir. Puis, on a un panel de personnes très impliquées, très bien informées sur la situation actuellement des droits des personnes migrantes à statut précaire ici au Québec. Je vais prendre quelques instants maintenant pour vous présenter les gens qui sont ici pour partager leurs expériences avec nous. Et après, on va avoir un échange entre nous sur 3 grands thèmes. Le droit à la santé, les droits de travail et les droits liés à l'immigration qui finalement deviennent le droit à l'égalité. Et pour commencer, je veux présenter nos invités ce soir. Je vais commencer avec Viviana Medina, qui est organisatrice communautaire au Centre des travailleurs et travailleuses immigrants, qui est là depuis 2009 comme militante et aujourd'hui comme organisatrice. Alors, elle travaille particulièrement avec les travailleuses, que ce soit les femmes qui travaillent pour les agences de placement ou avec les travailleuses agricoles et d'autres femmes travailleuses sans papier. Alors, beaucoup d'expérience qu'elle vient partager avec nous. Après ça, Mamadou Konaté, qui est qui est originaire de Côte d'Ivoire et qui est au Québec depuis 5 ans. Il a travaillé dans plusieurs domaines et était préposé à l'entretien ménager dans un CHSLD pendant la première vague de la pandémie où il a été atteint du virus. Alors, il a vraiment l'expérience personnelle de cette première vague. Il est venu au Québec comme demandeur d'asile, mais jugé inadmissible pour soumettre une demande. Alors, il se trouve ainsi dans une situation migratoire précaire. Après ça, on a Nina qui est ici avec nous. Elle habite au Québec avec sa fille depuis 2008. Elle est venue pour demander l'asile, ayant fui un conjoint violent et un État qui ne le protégeait pas. Mais sa demande de protection a été refusée en 2010 et elle vit et travaille dans la précarité depuis. Elle est militante depuis plusieurs années avec le CTI, on est chanceux, pour les droits des femmes migrantes, entre autres. Et Caroline Blais est avec nous. Elle est intervenante sociale à la clinique pour personnes migrantes à statut précaire de Médecins du Monde. Elle est là depuis 2019.
Elle a une expérience de plus de 10 ans comme travailleuse dans le milieu communautaire et s'intéresse particulièrement aux questions liées à la justice sociale. On espère Franz André qui va se joindre à nous, mais comme militant très impliqué dans les luttes pour les personnes migrantes à statut précaire, il a peut-être eu une urgence ce soir. Alors, s'il vient, je vais lui présenter à ce moment-là. Alors, on va commencer. Le format qu'on va utiliser, ça va être à peu près de 15 minutes d'échange autour de chacun des 3 enjeux que j'ai nommés. Et on va commencer avec la question de droit à la santé. Je vais juste dire quelques mots pour commencer la discussion et peut-être pour informer quelques-uns de nos participants. Mais si on pense à la question de droit à la santé, c'est très loin d'être universel ici au Canada. On a l'image que la santé, c'est un droit universel au Canada, mais dans les faits, l'accès aux soins de santé et surtout à l'assurance médicale, ça passe par le statut d'immigration. Et il y a beaucoup de personnes avec différents statuts qui sont exclues de la RAMQ au Québec, comme c'est le cas dans différentes provinces à travers le Canada. Alors, je vais commencer par demander à Caroline de partager avec nous le travail qu'un médecin du monde fait au Québec pour aider les personnes exclues de notre système public d'avoir accès aux soins de santé. Puis ensuite, je vais demander aux autres membres du panel de partager leur expérience dans ce domaine aussi. Alors, on peut commencer avec toi, Caroline. Merci, Jill. On fait la clinique pour personnes migrantes à statut précaire de Médecins du Monde. C'est une clinique sans rendez-vous comme on pourrait la connaître. Comme on utilise d'autres cliniques sans rendez-vous du réseau. Donc, c'est vraiment ce qu'on dit des soins de base qu'on est en mesure d'offrir à la clinique. Donc, on est des travailleuses sociales et infirmières qui sont embauchées à la clinique, qui sont travailleuses rémunérées. Puis, on travaille avec beaucoup de soutien de bénévoles qui font à la fois le triage, mais aussi nos médecins à la clinique sont tous des médecins bénévoles. On a aussi des bénévoles comme par exemple pour faire la pharmacie où on travaille avec des partenaires. On développe en fait énormément de partenariats pour venir compléter l'offre de soins qu'on fait à la clinique. Par exemple, un exemple de partenariat, ça peut être dans un laboratoire pour aller faire l'analyse des prises de sang qu'on est en mesure de faire ici à la clinique, mais l'analyse, on ne peut pas la faire à la clinique même. Donc, moi, je suis travailleuse sociale à la clinique. Donc, dans le parcours patient, la personne qui va se présenter à la clinique va toujours avoir une première rencontre avec l'intervenante sociale. Puis l'idée, c'est vraiment qu'on puisse avoir une vision globale de la situation de la personne. Parce que les personnes qui viennent à la clinique, comme tu l'as dit, Jill, c'est des personnes qui n'ont pas de couverture médicale. Puis pourquoi ils n'ont pas de couverture médicale? C'est en raison de leur statut. Les statuts qui ne donnent pas accès à une couverture médicale, de la façon que les différents programmes sont faits. Donc, principalement, on va voir soit des personnes avec des statuts précaires, donc, par exemple, des personnes avec des visas temporaires, des visas visiteurs, mais qui envisagent s'établir ici. On peut voir des personnes avec un permis de travail, un visa étudiant aussi. Et l'autre portion, qui est presque la moitié, c'est des personnes sans statut. Donc, soit des personnes qui ont été, par exemple, déboutées du droit d'asile, des personnes qui avaient un visa qui a été expiré, puis qui ont tenté de renouveler leur statut, qui n'ont pas pu, etc., mais qui sont restés. On peut voir aussi, par exemple, des personnes qui ont un permis de travail fermé, qui ont eu des situations d'exploitation dans leur milieu de travail, puis qui ont perdu leur statut suite à ça, en ayant quitté l'employeur. Donc, par la perte du statut, perdent
leur couverture médicale également. Donc, l'idée que la personne puisse rencontrer une travailleuse sociale, c'est que nous, au niveau social, on va pouvoir avoir une vision globale de la personne, de son parcours migratoire, bien entendu, pouvoir faire de la relation d'aide, la référer vers les ressources communautaires du réseau, mais aussi on peut la soutenir, soit avoir des informations sur ses droits et recours qu'elle n'aurait pas eu dans tout son parcours, soit la soutenir dans l'accès à une couverture médicale parce que finalement on se rend compte qu'elle aurait droit à une couverture médicale, la soutenir dans des démarches migratoires, mais aussi, beaucoup, la soutenir dans l'accès aux soins dont elle a besoin. Donc, que ça soit, oui, à la clinique, mais ça peut être aussi parce qu'on n'est pas capable de faire certains soins à la clinique, la soutenir dans l'accès, dans tout ce qui est le parcours de la personne à l'intérieur du réseau, puis du système médical qu'on connaît. Donc, puis au travers de toutes les difficultés qui sont vécues dans ce parcours-là. Je ne veux pas prendre trop de temps, mais on pourra développer sur ces difficultés-là. Oui, merci Caroline. Puis je pense que quand la crise COVID est venue, tout le monde se demandait tout de suite qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui ne sont pas assurées. Puis je pense qu'on était plusieurs à être soulagés que dès les premiers jours, le gouvernement a annoncé que même les personnes sans assurance médicale auraient accès au dépistage puis aux soins en lien avec le COVID. Déçus qu'ils ne sont pas allés aussi loin que l'Ontario pour dire que tous les soins de santé seraient gratuits durant la crise. Mais au moins, il y avait ça. Ah, voilà, on apprend. Mais je sais qu'il y a eu des difficultés même avec ça. Hein. Juste dire que c'est gratuit ne veut pas dire que les gens, ils ont accès. Puis je me demandais, est-ce qu'il y a d'autres membres du panel qui ont, peut-être Nina ou Mamadou, qui peuvent expliquer un peu qu'est-ce qui se passait quand les gens qui n'avaient pas l'assurance maladie essayaient de se faire dépister ou se faire soigner du COVID? Est-ce que quelqu'un a Nina? des... Oui. Ok. Vous m'entendez? Ok, oui. Bonjour tout le monde. Mon expérience, c'est que c'est vrai que le gouvernement dit, bien sûr, qu'on peut y aller se faire dépister, mais le problème, c'est que pour les personnes sans statut, on n'était pas à l'aise d'aller se faire dépister parce que toujours on craint la sécurité, toujours nous sommes dans le stress, l'anxiété, on n'était pas vraiment, on ne peut pas le faire vraiment les confiance à la personne, même si c'est dans l'hôpital, parce qu'il y avait des hôpitaux aussi qui peuvent nous faire dénoncer si elle connaît le cas que c'est une personne sans statut. C'est que c'est vraiment, c'est vraiment très difficile, mais aussi pour les, heureusement, les médecins du monde, ils nous soutiennent dans une partie, mais il y avait beaucoup de cas qui sont vraiment, c'est très difficile parce que même toujours la précarité, c'est ça, non? C'est que, par exemple, j'ai une amie, un compagnon, un camarade qui était décédé, il était travailleuse, elle fait le ménage, elle fait plein de travail ici, elle était une madame, elle a eu 2 accidents de travail, mais comme elle était sans statut, elle ne peut pas y aller se faire soigner comme c'est une personne normale, si on peut dire ça. C'est que malheureusement, elle était décédée dans 2020, l'année passée. C'est que pour nous, c'est très dur, c'est très difficile parce que nous sommes vraiment comme invisibles. C'est difficile notre situation rapport de la santé physique et mentale. L'anxiété, le stress, l'angoisse. Mais en plus, dans la précarité qu'on travaille, c'est que vous savez que c'est normal que dans les lieux de travail, il y avait des accidents, on ne peut pas se faire soigner, mais on ne peut pas faire, on ne peut pas
aller à l'hôpital avec la confiance. Je connais aussi le cas de notre amie qui a eu un accident de travail son droit. Elle était coupée son droit et elle ne peut pas se faire soigner. C'est que maintenant, son droit, ça marche. C'est comme le tendon, c'est coupé et il reste toujours comme ça. C'est vraiment difficile pour nous de sans statut et en plus, sans santé, sans les droits de la santé, les minimums que le gouvernement peut nous offrir. Au Canada, on pense que je viens de Latino-Amérique et je pense qu'on était là et on pense qu'au Canada, il y avait tout. Il tient tout l'argent, il peut faire n'importe quoi pour nous aider, pour changer la vie. Et quand on était coincé dans les trucs, c'est que ça ne marchait pas. Pour moi, c'est vraiment toujours le combat pour peut-être un jour avoir les droits minimum comme une personne, les droits, les soigner, et on peut y aller peut-être et nous faire soigner comme il fallait, comme toutes les personnes. Et, merci Nina, parce que je pense que ton exemple, ça soulève différentes parties du problème d'accès aux droits de santé. Parce que premièrement, pour quelqu'un qui vit avec la précarité d'immigration et de précarité dans la vie en général, c'est difficile de protéger sa santé. Comme tu as mentionné, ça peut causer tellement de stress que ça cause des problèmes de santé physique et mentale. Et aussi, souvent, le type de travail qu'on fait ou les conditions de vie font qu'on peut avoir plus de maladies physiques aussi ou bien des accidents. Alors, premièrement, dur de protéger sa santé. Après ça, est-ce qu'on a confiance d'aller vers les services? Parce qu'on sait que le gouvernement, il y a une certaine partie du gouvernement qui veut peut-être nous détenir ou déporter. Alors, est-ce qu'on fait confiance à une autre partie du gouvernement qui offre des services? C'est dur. Et puis, il y a déjà eu des problèmes. Et si on accède, normalement, il y a des grandes factures aussi. Puis ça aussi, c'est difficile pour les gens de... Oui, c'est ça que c'est arrivé à notre compagnon Lourdes. Parce que c'est vraiment la facturation, ça commence pour monter. Oh, c'est plus qu'un parking, c'est wow, comme 10 000 $. Il était à l'hôpital, mais finalement, il était sorti au Canada dans une chaise roulante. Oui. C'est vraiment dur, mais aussi, si des fois, mais heureusement, c'est vrai, toujours on dit remercie 1000 fois à Médecins du Monde. Mais il y avait des fois qu'elle ne peut pas nous donner les médicaments. Ce qu'il faut qu'on aille pour les acheter parce que c'est les médicaments qui ont besoin, mais ça coûte vraiment cher aussi. Mais même si c'est un petit conteneur de pilules seulement pour prendre un mois, ou je sais pas beaucoup, pas pour toute la vie, mais déjà, c'est m'est arrivé à moi que ça coûte vraiment cher parce que c'est ça, mais la seule lieu que j'ai pu faire confiance, c'est à Médecins du Monde. Yeah. Parce que c'est ça qui nous protège, il essaie de nous aider, ça c'est que ça nous aide un peu pour ne pas perdre la foi. Je pense que comme... Il y a aussi le même problème. Je Non, peux parler? Oui. Mm-hmm. Moi aussi, j'ai eu le même problème. Okay. Au moment où j'étais vraiment malade, donc je partais à l'hôpital Prada pour le demander d'asile. Mais comme j'étais dans une vie précaire, donc c'était très difficile pour me soigner. Okay. Donc, mon docteur m'avait examiné, elle a vu ma maladie parce qu'avant, j'avais beaucoup de dépression. Donc, je prenais des médicaments pour des problèmes mentaux. Parce que j'ai vécu beaucoup de difficultés. Donc, quand ça arrivé ici, ça a fatigué vraiment ma vie. Donc, je vivais dans les médicaments. Donc, quand je suis tombé dans une situation précaire, je ne pouvais plus assez à ces médicaments. Et je n'avais pas d'argent aussi à acheter ces médicaments. Donc, c'était vraiment très, très difficile. Donc, je partais voir Médecins sans frontières aussi, me passer ces médicaments-là.
pour avoir ce médicament, il faut avoir au moins une assurance maladie, ou etc., etc. Donc, c'était vraiment difficile. Donc, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Donc, je suis obligé maintenant de envoyer un message à mes amis qui sont en Afrique. Voilà comment moi je me soigne. C'est avec ces plantes-là que je me soigne. Et je voulais faire appel à mes amis en Afrique pour me poste des plantes qui viennent de l'Afrique. C'est ça aujourd'hui que je mets dans les marmites et je bouillis et je me lave avec ça. Tu vois, mais ça ne va pas. Les climats ne sont pas pareils. Ça me aide, mais ça ne m'aide pas comme j'étais en Afrique parce que les climats ne sont pas pareils. Tu vois? Yeah. Donc, j'ai allé dans plusieurs hôpitaux ici, hôpital juif, plusieurs hôpitaux qui sont ici partis à Montréal ici. Mais ils vont t'examiner, mais pour te traiter là, ils ne vont pas te traiter. Ils vont juste t'examiner, mais ils ne vont pas te donner traitement parce que tu n'as pas d'assurance maladie. Tu vois? Donc, vraiment, ce côté, c'est un côté vraiment, un sujet qui est très important. Tous ces hôpitaux-là sont entretenus avec l'argent contribuable. Nous qui travaillons, comment est-il que je travaille, on prend mon argent pour entretenir les hôpitaux, mais moi, je n'ai pas le droit à me soigner là-bas. Tu vois, moi, je viens dans un pays où il y a au moins 35% de migrants en Côte d'Ivoire et plaque tournante de migrants en Afrique de l'Ouest. Je vois plusieurs sortes de nationalités. Je ne suis jamais allé à l'hôpital aller me soigner où j'ai vu des Maliens, des Burkinabés, des Chinois, il y a des Français, il y a toutes sortes de personnes là-bas. Quand on les a mis à côté, on refuse d'aller soigner parce qu'ils n'ont pas une carte de résidence de la Côte d'Ivoire ou tant. Je n'ai jamais vu, malgré que je vais dans un pays qui est pauvre. Le Canada est un pays qui est plus développé que la Côte d'Ivoire en matière d'éducation, tout, mais je devrais prendre ici comme un exemple. Tu vois, donc ce côté vraiment, si le gouvernement peut changer ce système-là, chaque être humain a droit à avoir une vie. La vie est un droit. Ça vient de la santé aussi. C'est la santé qui nous permet de savoir qui nous sommes. Tu comprends? Au moment où on t'empêche de te soigner, là, vraiment, dans la société, c'est comme tous les droits sont brisés. Voilà. Quand je vois souvent le Canada dire à certaines personnes, vous êtes quand même là, il dit les mots là, inadmissibles. Ok, ces gens sont inadmissibles, mais vous, qui empêchez les gens pour qu'ils se soignent. Je crois qu'il y en a qui mettent. Qu'est-ce qu'on va dire pour vous alors? Tu vois, donc c'est triste, c'est au matière de ton système de la migration, c'est ce que je voulais ajouter, parce que j'ai vécu ça, j'ai souffert pendant une année, mon assistante sociale, du coup, elle avait écrit à la migration, tout ça, pour qu'elle puisse chercher une solution pour que je me soigne. J'étais malade. Il faut au moins presque une année et quelques, je vivais comme ça. Ici, malade, ça ne va pas. Je suis obligé, on m'envoie des plantes en Afrique, ça ne va pas même. Tu vois? Donc, c'est ça, ouais. Je pense que Mamadou, tu soulèves plusieurs choses importantes. Une chose, c'est que quand les gens n'ont pas l'assurance maladie, ils cherchent aussi des façons de se soigner eux-mêmes. Des connaissances traditionnelles ou qui viennent de leur pays, différentes choses que les gens font pour essayer de protéger leur santé. Alors, il y a beaucoup de ressources communautaires et personnelles dans ça. Puis aussi, je pense que, comme vous parlez du fait que la plupart des gens, ils travaillent, ils contribuent, mais juste au niveau de droits humains aussi. C'est important que tout le monde ait accès à la santé. Et c'est quelque chose qu'on entend souvent de personnes qui viennent d'autres pays, que l'accès aux soins de santé était plus simple dans leur pays qu'ici. On a beaucoup de bureaucratie autour de l'accès. J'aimerais retourner à Caroline pour voir comme si tu peux parler un peu de comment Médecins du Monde, je sais que vous donnez des soins directement. Tu as déjà parlé de comment vous aidez les gens à comme naviguer un peu le système pour avoir des tests, parler avec différentes personnes, mais je sais que vous faites aussi de plaidoyer pour essayer de changer le système d'accès aux soins. Est-ce que tu peux parler un peu de ça? Des campagnes pour la RAMQ pour les enfants, par exemple, ou juste dire quelques mots? Oui, certainement. Il y avait énormément de choses super pertinentes qui ont été dites. Par rapport aux campagnes de plaidoyer, c'est ça, au niveau Médecins du Monde,
Le plaidoyer essaye de vraiment focuser sur tout ce qui est l'accès à la couverture médicale, l'accès à la santé. Donc, c'est vraiment la ligne directrice du plaidoyer. Une des campagnes qui a été qui est encore en route, c'est juste que là, les documents sont déposés sur le bureau du ministre présentement, dont la pétition. C'est pour une couverture médicale pour tous, donc une couverture médicale universelle. Donc ça, c'est une des campagnes qui est en cours présentement à Médecins du Monde. Une autre des campagnes, comme tu l'as mentionné, c'est pour l'accès à la RAMQ aux enfants citoyens canadiens. Donc, les enfants qui naissent ici, puis qui n'ont pas accès à la couverture médicale de la RAMQ parce que leurs parents n'ont pas de couverture médicale. Donc, étant donné que la RAMQ va fonctionner selon la domiciliation des parents, il associe en fait le fait que les parents n'aient pas de couverture médicale. Donc, ça crée une barrière pour les enfants à avoir accès à la RAMQ. Mais malgré tout, il y a d'autres difficultés aussi qui sont vécues, même pour les enfants qui naissent ici, comme par exemple de parents qui sont demandeurs d'asile. Dernièrement, on en a reçu quelques-uns, puis les parents tentaient d'inscrire les enfants à la RAMQ parce qu'ils ont le droit de s'inscrire à la RAMQ, ou parfois les parents n'étaient pas au courant que les enfants avaient le droit d'être inscrits à la RAMQ. Puis, au niveau des bureaux, les agents n'ont pas toujours l'information non plus. Donc, ils se font dire « non, vous n'y avez pas droit ». Alors, en plus de toutes les craintes qui sont souvent vécues avec tout ce qui est institution, comme par exemple Nina l'a super bien nommé, bien, c'est comme en plus de te faire dire non, qui est une mauvaise information en plus sur tes droits. Donc, c'est des choses aussi qui sont vécues par les personnes. Oui. Je ne sais pas si je vais plus loin, mais... On peut peut-être passer aux questions de travail. Il y a vraiment beaucoup de liens entre les enjeux d'accès aux soins de santé et le travail. On a déjà entendu un peu de Nina comment les gens qui sont à statut précaire, ils ont plus de risques d'accident de travail, par exemple. Et on a entendu aussi que Mamadou a travaillé comme dans un CHSLD durant la première vague. Franz, je suis sûre qu'il va parler de ça tantôt aussi. Mais j'aimerais demander à Viviana de nous décrire un peu comme ce que fait le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants en termes de droit de travail. Parce qu'on a entendu qu'il y a des difficultés de droit à la santé. Qu'est-ce qui se passe en termes de droit au travail? Et Caroline, tu peux faire des commentaires sur ça aussi pendant qu'on parle. Bonjour à tout le monde. Oui, premièrement, le Centre de travailleurs et travailleuses immigrants fait la défense de, comme le nom dit, pour les travailleurs et travailleuses immigrants. Mais aussi, c'est important de mentionner qu'on fait la défense aussi des travailleurs les plus précaires, si on peut dire comme ça, et bien entendu des travailleurs, travailleuses sans statut, et aussi des travailleurs, travailleuses d'agences de placement et aussi temporaires. Alors, dans toute cette catégorie, moi, personnellement, je suis en contact avec la plupart avec des femmes sans statut et des travailleuses agricoles. Alors, de mon expérience, la difficulté, c'est exactement qu'ils n'ont pas les droits, non? Et les lois ne protègent pas les travailleurs, travailleuses à statut précaire, sans statut. Alors, c'est bien difficile de faire valoir les droits parce qu'il n'y a pas de déclarations officielles pour la part de plusieurs institutions par rapport à la défense de ces droits au milieu du travail. Je veux mentionner, c'est bien important de dire qu'à l'intérieur de la Commission des normes du travail, il y a
une sensibilité déjà. Je pense qu'à travers toutes cette année, par rapport à les personnes sans ce statut et les moments qu'on peut déposer des plaintes. Mais ce n'est pas public, ça reste toujours à discrétion de la personne qui va traiter les cas. Et alors, très peu de personnes connaissent qu'ils ont le droit de déposer des plaintes. Et même si les travailleurs et travailleuses connaissent, non, qui ont les droits, parce que le travail, c'est un droit, peu importe au-delà de ton statut, il y a toujours la crainte. Alors, c'est bien difficile faire valoir, encourager les travailleurs pour déposer des plaintes. Et aussi, ça c'est compris les travailleurs, travailleuses d'agences de placement. Ça encore, la problématique est toujours là. La problématique de l'instabilité du travail. C'est la relation tripartite, non, entre la compagnie cliente, l'agence de placement et les travailleurs, non? Faire valoir les droits pour quand tu es un travailleur, travailleuse d'agence de placement, c'est bien difficile, c'est bien complexe parce que tu es toujours temporaire là-dessus. Alors, l'utilisation de cette agence fait déjà un problème et la pire chose, c'est que le gouvernement encourage pour utiliser les agences de placement. Dans le contexte de pandémie, on a vu nous avons reçu beaucoup de plaintes, beaucoup de problèmes de personnes qui ont travaillé pour des agences de placement, pour des subcontractants. Et là, c'est tout un problème aussi. Mais malheureusement, c'est un peu comme la seule façon ou le seul endroit où est-ce que le monde va aller pour chercher le travail. Alors, pendant le gouvernement vraiment ne donne pas une protection complète et l'accès à les travailleurs à statut précaire et à les personnes sans statut, les travailleurs sans statut. C'est toujours compliqué la protection pour ces personnes-là. Et l'enjeu de l'immigration, l'enjeu à l'accès de santé en matière d'accès aux prestations de santé et sécurité, c'est vraiment difficile de le faire valoir, mais on le fait. Au CTI, on accompagne le monde pour faire valoir ses droits, mais ce n'est pas un sujet vraiment évident. C'est bien complexe de faire valoir les droits, leurs droits. Viviana, je pense que tu soulèves quelque chose qui était soulevé avec la santé aussi, c'est que même quand les gens ils ont des droits légaux, comme par exemple, comme n'importe qui travaille avec un permis de travail, il est supposé d'avoir tous les mêmes droits de travail que n'importe qui d'autre, Canadien, Québécois, légalement. Mais à cause de statut d'immigration précaire, les gens se sentent insécures dans la société ici, puis ça devient difficile pour eux de faire valoir ces droits. Alors, avoir le droit légal, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils vont les réaliser actuellement. Et il reste un autre groupe, les sans-papiers, qui n'ont même pas les droits légaux. Alors, on a différents niveaux de difficultés, comme réalisation de droits qui existent légalement, mais aussi les droits humains de personnes d'être traitées avec respect, avec dignité. Et mais c'est ça, c'est déjà comme les statuts d'immigration jouent un rôle très, très important. Même les personnes, comme tu viens de mentionner, qui ont un statut,
C'est pas évident qu'ils vont faire valoir ces droits. Premièrement, parce qu'il y a aussi la crainte. Est-ce que moi, je suis un demandeur d'asile, est-ce que si je soumets une plainte, est-ce que ça va ennuyer ma démarche auprès d'immigration? Est-ce que ça va affecter? Oui, non. Alors, ça, c'est une problématique. L'autre problématique aussi, c'est aussi la manque d'information pour ceux qui ont un statut légal. Mais comme tu viens de dire, par exemple, moi, je travaille beaucoup aussi auprès des travailleurs, travailleuses étrangères temporaires, agricoles, plus précisément, et ils ont un statut légal. Mais ce n'est pas évident qu'ils vont faire une plainte et quand même, s'ils font une plainte, les démarches sont longues et il y a toujours la crainte qui joue fortement, non? Et il y a plein de conséquences parce que le moment que tu vas déposer une plainte contre ton employeur, qu'est-ce que tu vas faire en tant que travailleur temporaire? Est-ce que tu dois partir? Est-ce que tu dois rester? Et alors, mon statut d'immigrant, qu'est-ce qui va passer avec mon permis de travail fermé? Est-ce que je dois partir? Est-ce que je vais tomber dans l'illégalité? Il y a tout un sujet là-dessus vraiment important à mentionner. Et ce n'est pas évident, même si tu informes les travailleurs qui ont les droits. C'est pas évident. Il y a plusieurs choses que tu dois ranger, même pour les travailleurs, la logistique. Est-ce que, oui, tu vas sortir de là, on peut faire de quoi au niveau des immigrations, mais c'est pas évident. C'est juste un formulaire, ça c'est sûr. C'est ça. Bien, merci. J'ai vu, il y a Caroline qui aimerait intervenir. Après ça, j'aimerais demander à Mamadou de parler un peu de son expérience dans la CHSLD. Puis ça va faire une transition un peu vers France, qu'on aimerait demander un peu sur votre campagne pour reconnaître les travailleurs, les anges gardiens. Donc, Caroline, si tu peux commencer. Je vais faire rapide. En fait, je voulais juste ajouter pour faire le pont aussi avec ce qu'on disait sur la COVID, parce qu'on a parlé tantôt, oui, OK, les gens avaient accès au dépistage gratuitement. Puis là, je ne vais pas rentrer dans toutes les autres difficultés, mais par rapport à l'emploi, ce que ça veut dire, mettons, c'est de cesser l'emploi pendant comme 14 jours parce que tu dois rester à la maison. Mais ça avait des conséquences vraiment graves. D'une part, ça amène beaucoup de crainte surtout si le travail est précaire ou tu es sans permis de travail, ben, est-ce que je risque de perdre l'emploi? Puis, ben, ça veut dire assurément une perte de revenus, mais comment je viens compenser cette perte de revenus-là? Fait que je sais maintenant qu'il y a un recours aussi, mais c'est ça. Oui. C'était un enjeu quand même vraiment majeur, puis qu'il l'est encore, j'ai l'impression. Oui, c'est quelque chose qu'on entend souvent au CTI, puis on a commencé un petit projet avec l'initiative communautaire qui s'appelle Co-Vivre. C'est une prestation qui est disponible aux travailleurs précaires qui ne sont pas éligibles aux prestations fédérales pour qu'ils puissent avoir un revenu pendant qu'ils sont en confinement, que ce soit pour l'attente d'une réponse d'un test de dépistage ou bien s'ils ont le COVID ou s'ils doivent s'isoler à cause d'un contact de COVID. Mais c'est vraiment... c'est un exemple de comment, comme quand on le fait à part, c'est plus compliqué. C'est plus dur pour les gens de savoir que ça existe, d'accéder, tout ça. C'est pas la même chose que de dire on va aider tout le monde. Je pense aussi que cette crise COVID a vraiment mis très clair quelque chose qu'on savait déjà, mais la crise l'a vraiment mis à la lumière du jour, là, à quel point notre économie dépend de migrants à statut précaire pour rouler. Et les postes qui étaient les plus essentiels durant la crise, si on regarde, il y a vraiment une surreprésentation de personnes immigrantes avec différents statuts, incluant les sans-papiers, les demandeurs d'asile, les personnes racisées,
aussi dans beaucoup de ces domaines-là, les femmes. Et je pense que c'était très clair. Mamadou, je sais que toi, tu as eu l'expérience de travailler dans un CHSLD, qu'on a entendu beaucoup parler dans les médias, mais est-ce que tu peux nous partager un peu c'était comment est-ce que tu as commencé à travailler dans la CHSLD? Comment c'était comme expérience pour toi en termes de droit de travail? Merci, c'est une bonne question. Est-ce que tu peux mettre le micro proche de ta bouche, s'il vous plaît? OK. Merci pour la bonne question. Premièrement, ce que je veux dire, d'abord, je dois remercier tous ceux qui ont participé dans ce moment difficile. Parce que je prends toujours l'exemple au moment que le Premier ministre faisait appel aux gens d'aller travailler. Nous, on était avec des mondes. Il y avait plusieurs personnes qui se sont présentées parce que c'est un appel qui a été fait par le Premier ministre à aller aider. C'était le devoir de tout le monde de sauver la nation. Tu comprends? Mais quand les gens sont arrivés sur le terrain, il y a des mondes qui se sont repliés. Il y a des mondes qui se sont repliés parce que les gens voyaient déjà la mort. Tu vois, on faisait face à une maladie, on ne sait pas c'est quel genre de maladie, on dit qu'il n'y a pas de médicaments, tout ça là. Donc, ça faisait déjà même là, les gens ont vraiment peur de ces maladies. Ça fait un. En deux, il n'y en avait pas de matériel. Il n'y en avait pas de matériel. Aujourd'hui, tu peux rentrer dans tous les dépanneurs, tu achètes masques comme tu veux. Oui. Mais il n'y en avait pas. Même dans les CHSLD, il n'y en avait pas. Moi, j'imagine, on nous donnait, comme on appelle, des masques là, tu peux faire toute la journée avec un seul masque. Oui, et puis ce que j'avais entendu aussi, c'était que ça a pris du temps avant que le personnel qui n'était pas directement médical, qu'eux, ils reçoivent des protections. Alors, les gens qui faisaient le nettoyage, garde de sécurité, ça a pris du temps avant qu'ils ont été comme reconnus comme à risque aussi. Oui. Parce que d'abord, là, il y en avait pas de majorité de travailleurs à ce moment-là. Parce que moi j'ai eu la chance de travailler dans trois CHSLD différents que je travaillais. La majorité des travailleurs, c'était des migrants sans statut. OK. Mais il y a des bénévoles qui sont venus quand même. Mais qu'est-ce que les gens faisaient? Ils s'assiedent juste à la rentrée. Pour vous aider à vous faire porter vos jaquettes, ceux qui sont venus de première classe, de ne pas rentrer dedans parce qu'il y avait zone chaude. Avant de rentrer, tu vas voir pancarte rouge devant tout le pôle, tu vois Covid. Donc, quand la personne vient voir ça, elle ne veut même pas aller dans ce département. Donc, la majorité des gens qui travaillaient là-bas, c'était des migrants sans statut précaire. Quand tu tombes malade, là, ton employeur même ne te connaît plus. Yeah. Moi, je prends exemple sur moi, quand je suis tombé malade, là, c'est le premier jour que je suis tombé malade, mon employeur, on a communiqué. Il n'a plus parlé avec moi et la santé publique, ils m'ont communiqué avec moi 2 fois, ils m'ont dit il faut plus que je vais aller dans le CHSLD et je ne dois pas m'approcher à quelqu'un, etc. C'est tout. Donc, ça veut dire que ta vie se trouve dans ta main. Mais quand ma santé s'est rétablie, je me suis retourné à aller travailler. Mais qu'est-ce que je me suis dit? Ben, la défense de la nation, c'était un devoir pour tout le monde. Si c'est quelque chose qui venait, qui dit ok, c'est nous tous qu'on doit mourir, mais on est obligé de l'affronter. Oui. Voilà, même si ça me trouvait en Côte d'Ivoire, mais j'allais faire la même chose, tu vois. Mais le minimum de choses qu'on demande au gouvernement, franchement, les gens ont vraiment fait un bon travail. Parce que moi, je me rappelle souvent le matin, je quittais ici à aller au travail. Tout le monde sait à partir de 7h ou 8h, il y a combien de personnes qui montent dans le métro. Souvent, je me retrouve seul dans le métro où on est 2, 3. Wow. Matin à 7h, à 8h. Au retour à 17h, souvent, je fais le temps plein. Je finis à 17h, puis bon, on accompagne encore. Tu ne trouves personne dans le métro. Je me dis, mais tous ces mondes-là sont où? Tu comprends? Oui. Voilà, oui. Maintenant, donc, vraiment, les gens ont vraiment fait un travail extraordinaire. Et puis, d'abord, là, puis c'est les gens, on ne les a même pas formés. On n'a suivi aucune formation. Je me souviens, c'est une fois, il y a des gens qui sont quittés au Québec, qui sont venus nous donner, moi, c'est une formation de 40 minutes ou 30 minutes là, juste me parler. Donc, ça fait que moi, je me rappelle, avec tout ce que j'ai travaillé, eux tous, ils ont pris le Covid. OK, il y a beaucoup de gens qui sont tombés malades aussi. Oui, il y a beaucoup, oui, parce qu'il n'y avait pas d'équipement. Puis tous les chambres, imagine, tu es chargé de faire au moins entretien de moins 23 chambres par jour. Toutes ces chambres-là, ce sont des patients qui sont atteints par le Covid. Yeah. Tu dois nettoyer les toilettes en bas de l'embut, même s'il y a quelqu'un qui meurt, c'est toi qui dois rentrer dans sa chambre pour désinfecter cette chambre-là avant que
on amène un autre patient. Oui. Il y a des patients, il y a des personnes âgées, tu rentres dans sa chambre matin, tu vas dire bonjour à la personne. Maintenant, tu nettoies sa maison. Vers 8 h, 10 h, tu vois la personne est morte. Jusqu'à présent, souvent, même quand je m'assois, il y a des personnes, même je vois leur image parce que je les ai dit bonjour. Ça me fait des années au Canada ici, je n'ai jamais vu personne mourir. C'est là-bas que j'ai vu des gens mourir. Toutes ces images-là, j'ai ça en tête. Tu vois? Donc, franchement, les migrants sans statut, vraiment, ils font beaucoup de travail ici. Ce n'est pas ce travail seulement, parce que j'en ai déjà travaillé dans plusieurs domaines. La majorité de ce travail, c'est par exemple des centres de tri. Tout le monde sait l'entretien de l'environnement, c'est vraiment important dans un pays. Okay. Les centres de tri, tout ça, ce sont des migrants sans statut. Quand les gens là, tombent malades, c'est un problème, même pour se soigner. Well, ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, puis je vais le passer à France après, mais je sais que durant les différentes vagues, pour les personnes qui étaient à statut précaire ou travailleurs précaires, souvent, tomber malade, ça voulait dire être congédié. Ça voulait dire qu'ils allaient perdre leur emploi ou au moins, durant le temps qu'ils ne pouvaient pas travailler, qu'ils n'avaient pas de revenus. Alors, on a entendu beaucoup de violations de droits de travail liées à la peur de COVID et des congédiements injustes. Et je sais que Franz est avec nous maintenant. Vous le voyez depuis vous, mais... la même chose. Oui. Quand je suis tombé malade, là, je n'avais aucun revenu aussi, là. J'ai un problème de montée de loyer. Jusqu'à présent, il y a des dettes qui sont en train de payer, là, parce que des loyers, tout ça... Mes dettes ont monté d'abord parce que quand j'étais dans une situation précaire, chaque fois, dettes, ça a monté. Maintenant encore, pendant ce moment-là, tu n'as plus revenu, ni rien, ton employeur ne va jamais même t'appeler. Maintenant, quand il sait que tu es guéri, il t'appelle. Tu comprends? Donc, c'est vraiment compliqué. Ouais. C'est compliqué, ouais. Alors, j'aimerais juste présenter Franz parce qu'il n'était pas là quand on a fait les présentations, mais on le connaît depuis longtemps. Il est militant avec le Comité d'action des personnes sans statut, le CAPS, depuis 2015, qui est un organisme militant principalement pour les demandeurs d'asile d'origine haïtienne. Et il est très actif, très présent dans la communauté. Et évidemment, quand la crise COVID a frappé, Franz était déjà très mobilisé dans la défense des droits des demandeurs d'asile qui sont venus depuis 2017. Et Franz, merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Est-ce que tu peux nous parler un peu des enjeux d'immigration qui se sont soulevés récemment et le travail de votre groupe pour défendre ces droits-là? Très bien. Mais je ne sais pas si je pourrais intervenir sur la question des droits de travail, à savoir, bon, j'ai un exemple probant. J'ai une dame qui a commencé à travailler ici, à Montréal. Elle a fait sa formation. En tout cas, elle est arrivée en 2019. Elle était enceinte quand elle est arrivée. Elle a quand même commencé à suivre le cours de dépôt aux bénéficiaires. Et ça, c'est en avril qu'elle est arrivée. Au mois de juillet, elle a eu un accident de voiture, donc elle a dû arrêter son cours. Elle est retournée au travail après la naissance de sa fille au mois de septembre. Elle a recommencé son cours et ainsi de suite. Alors là, maintenant, elle se retrouve qu'elle a commencé à travailler avec une agence de placement qui l'a amenée à Chambly. Et elle me dit quand elle est rentrée dans le CHSLD, c'est comme un film d'horreur, une grosse bâtisse, puis il n'y a personne, il y a vide, il n'y a que des résidents. Et finalement, il n'y avait personne pour l'accueillir au premier étage. Il a fallu qu'elle monte au deuxième pour trouver une autre préposée aux bénéficiaires qui l'a dirigée à son étage à elle. Et elle était rendue avec 20 résidents seuls dès la première journée. Et ça a été comme ça pendant au moins 5 jours. Maintenant, l'agence de placement, qui trouvait qu'elle travaillait bien, a continué à l'inviter à aller à Chambly. Ils ont commencé à envoyer d'autres préposés et après une journée, ils s'en allaient. Ils ne voulaient pas rester. Alors, elle a commencé à faire du poids, mais elle a entendu qu'en région, on cherchait quelqu'un. On cherchait des gens. Donc, elle a été à Thetford Mines, où elle est présentement, depuis au moins, je dirais, 3 mois, ou plus que ça en fait, 4 mois. Mais elle fait garder sa fille ici pendant les semaines qu'elle est à Thetford Mines. Et elle le fait garder par une dame qui a une santé précaire. Alors,
Elle reste là-bas pendant des semaines. Je pense que la dernière fois, elle est restée 4 semaines sans voir sa fille. Quand elle revient ici, il faut qu'elle fasse le test avant de pouvoir aller chercher sa fille. Et elle retourne seulement pour quelques jours. Et elle retourne encore, et puis elle ne sait pas combien de temps elle va rester là-bas. Elle se retrouve encore avec 12 patients, 15 patients, 20 patients, dépendant de combien de préposés bénéficiaires qui arrivent et qui repartent. Elle est même rendue au point maintenant, elle est un peu devenue la maman des préposés bénéficiaires, à les encourager à rester. Donc, il n'y a pas de cadrement forcément. On prend pour acquis que ces gens-là, ils sont autosuffisants, ou bien, je ne sais pas, on les considère comme des gens qui sont jetés après usage. Donc, il y a eu le cas d'un jeune homme du Nigeria qui a eu une situation quand même très grave où le résident l'a attaqué, l'a violenté, lui a crché dessus. Et quand il a été voir son responsable, il lui a dit, écoute, c'est comme ça. Alors, il a fallu qu'il accepte que c'est comme ça. Donc, il a... Pardon? C'est des conditions très dures. Oh oui, très, très difficile. Et finalement, le jour que je parlais à cette dame, ce monsieur est arrivé et dit, moi, je ne rentre pas au travail aujourd'hui, je prends ma voiture, je m'en vais. Alors que c'était lui qui voiturait les 3 autres consoeurs pour aller travailler. Donc ça, c'est ce qui se vit encore aujourd'hui. C'est bien beau. Oh, France, t'es muté. Voilà. Je pense que ça va maintenant. Allô? Oui, ça va. Oui, désolé, quand les appels rentrent, je n'ai pas encore trouvé le moyen d'arrêter mes appels entrants. Donc, c'est bien beau les 10 000 personnes qui ont été formées par M. Legault, mais présentement, il y en a beaucoup qui ont démissionné. Et puis, étant deuxième, troisième vague, il se fait les préposés qu'à un certain moment, je ne sais pas si vous en avez parlé, qu'il y avait le 14 août, quand le programme des anges gardiens a été annoncé, le même jour, dans le même CHSLD, DDO, 5 préposés aux bénéficiaires, dont la plus vieille avait 7 ans. Je pense que c'était 7 ans, 5 ans, 3 ans, 1 an, et l'autre qui était 18 mois préposés aux bénéficiaires demandent. Oh, c'est muté encore. C'est OK. Désolé. Donc, les 5 dames ont été suspendues sur investigation, comme pour dire tout de coup qu'il y avait des fautes graves qui ont été faites. Et donc, pendant 3 semaines, malgré qu'il y ait un syndicat, elles ont été congédiées. Et ces 5 personnes ont été congédiées. Entre-temps, il y a eu 11 stagiaires de M. Legault qui sont arrivés pour finalement se retrouver que jusqu'à aujourd'hui, le syndicat n'a rien fait pour les faire réintégrer. J'ose pas intervenir parce que si on peut arriver à une entente, peut-être. Ça, c'est la vie d'un militant. Il y a tellement de gens qui veulent lui parler, là. Il y a quelque chose. Oui, je suis réellement. C'est la vie. Oui, je suis réellement désolé. Alors, c'est ça. Donc, ça, c'est parmi les choses qu'on vit présentement. Il y a une dame qui m'a appelé hier, je n'ai pas encore finalisé, voire comprendre exactement. Elle a été formée par une école de préposés aux bénéficiaires. Et elle est là depuis le mois de décembre au CIUS. Sous le coup, avant-hier, on lui dit désolé, mais on pense que cette école-là vend des certificats de préposés aux bénéficiaires, comme quoi ils n'ont pas complété les heures de formation, donc elle a été mise à pied. Donc, du jour au lendemain, elle se retrouve à ne pas avoir du travail et elle a 3 enfants à s'en occuper. Donc, ça, c'est parmi les choses. Ah oui. C'est coupé, France. Yeah. Je suis réellement désolé. La pire des choses que je sais, c'est que présentement, les avocats vivent des situations de stress également. Avec tous les annonces de différents programmes, il y a une situation que je commence à identifier comme quoi, même au niveau des avocats, il y a
j'ose pas trop le dire, mais je vais le dire quand même, il y a une situation de santé mentale qui s'installe. Le stress, le fait que tout le monde veut savoir s'ils sont éligibles à différents programmes, ils reçoivent beaucoup plus d'appels, ils sont très sollicités, les avocats ne répondent pas à, forcément, soit par courriel, etc. Je dois vous avouer que même moi, je suis arrivé depuis 2-3 jours, je ne prends plus d'appels. Parce que moi aussi, ma santé mentale commençait à arriver. Et donc, tout l'aspect du droit du travail, très souvent, les demandeurs d'asile pensent que leur avocat en immigration peut régler les problèmes de droit du travail, ce qui n'est pas le cas. Yeah. Alors, quand j'arrive à trouver un avocat qui peut travailler avec eux, c'est pas toujours évident d'aller et de travailler parce que les avocats en droit du travail ne sont pas totalement à l'aise avec c'est quoi un travailleur, excusez-moi, un résident temporaire ou non temporaire, le permis de travail, etc. Donc, il faut qu'ils démêlent tout ça. Donc, sur la question du demande des droits du travail, il y a beaucoup de travail encore à faire à ce niveau-là. Mais je pense que c'est encore une fois un exemple d'accès au droit. Ce n'est pas la même chose que d'avoir un droit légal. Alors, on entend cette année, mais je pense que ça a commencé avant cette année, mais il y a tellement peu d'avocats qui veulent prendre des cas d'immigration précaire, comme les demandes d'asile, des cas humanitaires, des choses comme ça, parce que ça prend beaucoup de temps, mais l'aide juridique est vraiment bas pour ces cas-là. Alors, ils ne sont pas payés assez pour même gagner des fois comme salaire minimum sur ces cas s'ils vont faire un bon job. Alors, c'est un grand problème. Puis, je pense que, comme j'aimerais faire le pont vers l'immigration, je vois Viviana, tu veux parler, mais je veux juste commencer par mentionner que c'est devenu de plus en plus difficile au Québec de régulariser son statut. Il y a eu le Québec ne participe pas au programme d'accès à la résidence permanente pour plusieurs catégories qui viennent d'être annoncées au niveau fédéral. Quand ça vient au programme de régularisation pour les anges gardiens, le Québec, premièrement, a agi pour restreindre les critères du programme et depuis prend plus de temps pour traiter les demandes, mais aussi depuis quelques années, en fait, surtout depuis que le CAQ est là, ils ont aussi restreint l'accès au programme d'expérience québécoise qui était une des façons pour les travailleurs étrangers d'avoir accès à la résidence permanente. Alors, en termes comme on vient d'entendre sur plusieurs niveaux comment un statut précaire d'immigration pose défi à la réalisation d'autres droits, comme le droit de travail, le droit à la santé, mais on le rend de plus en plus difficile pour les gens d'avoir un statut d'immigration sécure et permanent. Alors, j'aimerais entendre de vous un peu vos expériences avec ça. Je vais commencer avec Viviana. Oui, bah, c'est un peu par rapport à ce que Mamadou a mentionné et aussi pour compléter ce que France vient de dire. Premièrement, la situation de Mamadou, que c'est très important de soulever qu'il y a des sans statut. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de cas pendant la première vague et maintenant, de femmes qui ont travaillé dans les CHLD ou dans les secteurs des autres cliniques, qui nettoyaient, toutes les personnes sans statut. Alors, moi, je me demande, dans tous les programmes que vous venez de mentionner, le programme fédéral, la grande mention des légaux pour la régularisation des anges gardiens, il y a exclu beaucoup de personnes. Et les personnes sans statut ne rentrent pas dans aucun programme. Et, alors, une fois de plus, on revient à les sujets comme Mamadou a soulevé. Lui, il a tombé malade, mais il n'avait pas le droit de se faire soigner. Alors, mais les cas de Mamadou, ce n'est pas un cas isolé. Malheureusement, on a beaucoup de cas dans ces sujets. Et la
faux espoir de l'ego en disant qu'il va régulariser, bon, OK, il a ouvert un programme pour les anges gardiens, mais aussi il y a causé une malinformation et aussi une frustration collective, la manque d'information, parce qu'on a reçu plein d'appels aussi de personnes qui ne comprenaient pas pourquoi sa demande était refusée, pourquoi il n'applique pas. Alors, je comprends aussi que ce n'est pas juste les avocats qui en étaient dans le burn-out, aussi les centres communautaires aussi, parce que nous, je pense que le CTI a, depuis la première vague, tous mes collègues bénévoles ou non, aux salariés, on est débordé des cas et j'ai eu des cas vraiment aussi très graves, des menaces, quand il y avait des femmes qui essayaient de récupérer son argent parce qu'ils en étaient, ils en étaient victimes des subcontractants qui disaient, quand l'EGO fait l'appel pour venir travailler au niveau, dans le secteur de santé, ils ont déclaré certaines agences aux subcontraitants que c'est un sujet de bénévolat, mais en fait, il y avait une malinformation. C'est comme les agences voulaient faire croire que c'est un sujet de quelques jours pour venir faire des bénévolats, mais en fait, c'était des travails payés. Il y avait plusieurs femmes sans ce statut où est-ce que moi-même, j'ai dû aller récupérer son argent en frappant les portes les lieux où est-ce que l'agence fantôme y était placée. Alors, ça, c'est pas juste un cas isolé, c'est plein de monde qui a tombé dans la même frustration et dans ce genre d'agence fantôme et de subcontraitants. Même la CNST, quand j'appelais pour savoir comment poursuivre un subcontractant, il disait, bonne question, mais un subcontractant, parce qu'il y avait plusieurs subcontractants, disait, mais ça doit agir comme une agence de placement, mais c'est jusqu'à maintenant. C'est cet appel que j'ai eu avec la CNST, c'est daté depuis 6 mois et j'attends encore toujours pour savoir comment poursuivre les subcontractants. Alors, c'est un enjeu majeur. C'est pas évident que le monde sache quoi faire nous-mêmes. On est en train de lidier avec les fausses promesses de régularisation et tout l'enjeu de travail. Oui, puis je vois, je suis contente que Nina veut parler parce que je sais, Nina, que tu es très impliquée à mobiliser les femmes sans statut. Oui. C'est comment votre expérience avec ça, des promesses de régularisation, mais apparemment pas de porte d'entrée pour des femmes sans statut? Oui, mais ça m'a touché personnellement parce qu'avant, quand j'ai eu un statut, quand je suis une demandeur d'asile, j'ai fait ma formation et je suis préposée aux bénéficiaires et j'ai travaillé. Mais quand arrive la première vague de la pandémie, c'est que je suis à l'aise pour aller faire mes applications, même pour téléphoner mon ancien patron, pour arranger ma situation, parce que pour Monsieur Lego, c'est très facile de salir aux médias, à la TV, et pour dire la nouvelle, et dire à tout le monde, oh, il commence de parler de ces gardiens, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas juste. Lui fait vraiment, c'est l'hypocrisie. Je sais pas, c'est vraiment, c'est le mot pour moi. Parce que pour lui, c'est plus facile de dire, OK, ils ont besoin, mais c'est sûr que dans la première vague del COVID, c'est les personnes dans précarité qui nous sont toujours là. C'est la réalité. À cause de notre précarité, on n'a pas le choix de les soutiens gouvernementaux, rien. On ne peut pas le dire à les propriétaires de logement, oh, je ne peux pas payer parce que j'ai perdu mon emploi, oh, je suis en statut. Non, parce que en plus, tout le monde se profite de la situation. C'est ça. C'est qu'on essaie d'être plus en sécurité, on fait beaucoup de démarches pour
arriver à avoir un appartement, une pièce, une chambre pour arriver pour dormir. Mais Monsieur Legault, pour lui, c'est facile, vraiment. Et j'aimerais savoir pourquoi est-ce que je pense qu'il lui fait son job politique, il lui dit toujours des mensonges. Mais aussi, je suis vraiment très proche des préposés aux bénéficiaires. Qu'est-ce que ça arrive? Ici, même cette semaine, j'écoutais au TVA, j'écoute la nouvelle et ils ont dit le rapport qu'au Canada, les fédéral, ils ont accepté plus de personnes comme préposés et essentiels pour la santé, mais au Québec, c'est de 100 000 personnes, je ne sais pas combien, mais ici, mais aussi lui, après le monsieur Legault dit que les gardiens et tout ça, mais il commence pour faire comme son triage, la discrimination, et aussi au fédéral, tout le monde sait, je sais qu'il y avait des personnes qui sont déjà arrangées sa situation, ici n'existe pas ça, c'est seulement des paroles des politiciens, monsieur Legault il dit n'importe quoi, mais il compte sur nous parce que c'est nous, les sans-status, qui ont fait le job. C'est nous qui faisons le travail que les autres ne peuvent. Il y avait beaucoup d'expériences pendant la première heure, pendant la pandémie, que c'est nous qui s'occupent de faire n'importe quoi parce qu'on a besoin, on est une famille, on a besoin de payer nos logements, on a besoin d'essayer de vivre un peu normal. Mais à cause de tout ça, c'est que j'ai toujours, c'est très dur parce que j'ai entendu beaucoup de personnes qui me disent, oh, c'est plus facile d'aller faire ta régularisation au fédéral. Mais écoute, je suis ici depuis que je suis arrivée, je suis ici depuis 2008 au Québec. Je parle français, mais je ne parle pas anglais. Je parle français, mais je m'excuse, je sais que mon français, c'est pas le meilleur. Je n'ai pas allé à l'université, mais quand même, j'étais allée à l'école. Je parle français, je suis inclue dans la société québécoise. J'ai travaillé comme préposée bénéficiaire. Je suis une femme, je suis mère monoparentale, mais pour M. Legault, ce n'est pas suffisant. C'est que la politique de M. Legault, c'est vraiment discriminatoire, égoïste, hypocrite. C'est pour moi, c'est ça, et je dis, oh non. C'est pour ça que je m'organise pour le CTI. Je suis vraiment, oh mon Dieu, je trouve mon espace, je suis vraiment heureuse de rester là-bas, de prendre la parole, de sortir, mais je sais aussi que d'aller pour faire la manif, pour m'exprimer, mais même comme aujourd'hui même, il faut que des fois je ne montre pas mon visage parce que je suis toujours dans danger, que peut-être le service d'immigration, la police, il me puisse suivre et il me va faire arrêter, il me va renvoyer à la Colombie sans aucun mot à dire. C'est ça mon droit ici. Mais je suis déjà formée ici, ma fille, ma famille, mais M. Legault, lui, nous mis de côté. C'est nous les femmes qui ont fait tout l'effort pour que la société marche bien. C'est nous les femmes qui en occupent plusieurs. Pour lui, c'est facile parce que c'est vraiment machiste et je suis désolée pour les hommes, mais c'est nous les femmes qui nous sommes toujours les poids sur nous. Nous sommes capables de faire n'importe quoi, mais pour M. Legault, ce n'est pas suffisant. Les femmes sans statut, c'est zéro pour lui. J'aimerais vraiment, des fois, je fais mon réveil optimiste et si je puis parler à le monsieur, je lui ai posé plein de questions à rapport à ça. Pourquoi est-ce qu'il lui est capable de parler et de dire des choses qui ne sont pas vraies, que c'est des mensonges juste pour se profiter de la main. Ah, mais parce que aussi l'autre argument, c'est qu'ici au Canada, au Québec, ça manque toujours la main d'œuvre. Toujours il y avait un besoin de la compagnie, partout il y avait toujours. Mais pourquoi lui a fait des appels pour faire venir des préposés bénéficiaires et pour faire servir soutenir les services de santé à l'extérieur, ailleurs? Parce que nous sommes ici, comme moi-même, je suis fait ma formation, j'ai mon diplôme, mais pour lui, c'est zéro.
ce que je dis, non. C'est pas juste, c'est pour ça que nous, les femmes, toujours, on fait les batailles. Mais Nina, je pense que... désolée, mon chien veut s'exprimer aussi, mais toi, tu as vraiment une façon de décrire la situation très claire qui nous aide à comprendre aussi l'aspect humain de tout ça. Tu décris l'hypocrisie de la situation d'une façon qu'on peut tous sentir qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie d'une personne et l'importance de se mobiliser aussi. Je vais passer la parole à Franz, j'espère pour comme expliquer un peu les mobilisations autour du programme. Et je vous invite à d'écrire vos questions ou commentaires dans... il y a l'image Q et A en bas. Vous pouvez cliquer sur ça pour mettre des questions. Si c'est trop compliqué, vous pouvez les mettre dans le chat aussi. Puis après, Franz, on va ouvrir ça à une discussion plus large. Très bien. Alors, merci beaucoup. Merci Nina pour votre témoignage. Réellement, c'est le genre de choses que j'entends malheureusement tous les jours. La chose que je peux vous dire, c'est que vous allez parler d'hypocrisie et puis je vous soutiens là-dedans. Mais moi, je dirais que ce genre de choses qui se fait présentement au niveau fédéral et provincial, moi, je dirais, c'est le harcèlement psychologique. Dans le domaine où j'ai travaillé dans le passé, dans les entreprises, ce genre de choses à répétition qui vous amènent à espérer et puis de vous prouver que finalement, on ne vous donne pas ce qui semble être promis. C'est réellement de l'harcèlement psychologique et le problème de santé mentale devient de plus en plus prévalent avec les gens pour qui je travaille. Donc, revenons un peu avec les différents programmes et puis la mobilisation. Il faut se rappeler que M. Legault a été le premier à parler des travailleurs essentiels. Il avait fait une liste de gens. Il est arrivé avec le mot ange gardien. Donc, on l'a interpellé là-dessus de nous expliquer ce qu'est les anges gardiens. Il a été très limitatif par rapport, c'était des préposés qui ont sauvé des vies. Il a même parlé à un certain moment, je ne sais pas où il a été chercher ces chiffres, c'était 825 ou 650 dans les CHSLD, mais c'est loin d'être ça seulement. Et il a parlé que c'était qu'il allait voir un maître programme spécial. Par après, c'était devenu du cas par cas. À force qu'on lui mettait de la pression, il a remis ça maintenant à son fils adoptif, Jolet Barrette, qui lui devait faire programme, ce qui n'a jamais été fait. Il y a eu beaucoup de pression pour finalement, c'était le 15 juin l'année dernière où je l'ai interpellé en m'infiltrant à une conférence de presse qu'il faisait. Puis je posais la question, M. Legault, venez voir ce qui se passe sur le terrain, qu'est-ce que vous allez faire? Et c'est la première fois qu'il a dit, ah, vous savez, ça c'est un programme fédéral. Donc, j'ai rien à faire. C'était la seule fois au mois de le 15 juin qu'il l'a finalement admis, alors qu'il aurait dû le savoir bien avant. Donc, on a continué à mettre pression. Le fédéral a indiqué, oui, ils étaient ouverts un programme. Ça a pris énormément de semaines. On parle de juin pour finalement, l'annonce a été faite le 14 août pour arriver avec un programme qui était complètement très limitatif, à savoir, il faut donner des soins directs. Donc, on a continué à faire pression. Il y a une coalition qui a été formée qui, justement, mettait pression au fédéral et provincial, mais surtout provincial. Il y a eu une motion qui a été faite par Catherine Fournier, qui est une députée indépendantiste, et qui a amené que Legault s'est braqué puis dit non, ça va être non, et on va utiliser notre privilège, toujours dans la pensée que c'est la diminution d'immigration. Alors, ces gens qui continuent à sauver des vies, ces gens qui l'appellent des anges gardiens, finalement, ça nous a donné un programme très limité que les autres demandeurs d'asile, travailleurs essentiels, n'étaient pas inclus. Alors, on a eu d'autres mouvements et puis la CTI a participé et d'autres organismes. On a continué à faire des manifestations, faire des pressions et finalement, le programme qui a commencé le 14 décembre, là encore, il y avait des couteaux tirés entre le fédéral et le provincial. Il semblerait que le fédéral voulait accélérer des dossiers pour mettre le provincial dans une situation qui ne pouvait pas répondre suffisamment vite avec les CSQ, et c'est exactement ce qui est arrivé.
Il y a eu des centaines de dossiers. Je pense à un certain moment, on parlait à travers le Canada, 697 dossiers qui ont été acceptés par le fédéral, dont 193, je pense, au provincial qui a été envoyé aussi pour le CSQ, et seulement 3 dossiers ont été approuvés. Là, on s'est retrouvé que, à force de mettre pression, il y a un cas d'espèce. On parle de M. Marcelin François qui est décédé de COVID, et on avait déposé sa demande humanitaire à Mme François, non pas dans le programme spécial, mais dans le programme humanitaire. Et Maître Guillaume Clich-Rivard a été celui qui était dans le dossier. Il l'a envoyé au mois de décembre. Le fédéral, à cause justement de la médiatisation de Marcelin François, a rapidement accepté, l'a envoyé au provincial et on n'a aucune nouvelle. Et Maître Guillaume Clich-Rivard appelle au provincial pour dire, écoutez, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, vous n'êtes pas dans le dossier, alors que c'est lui qui a préparé le dossier. Donc là, encore, on fait pression. Et ne serait-ce que quelques jours après, Mme Giraud, ministre au provincial, envoie un tweet. Elle envoie un tweet disant, oui, Marcelin François, on lui a accordé le CSQ. Et ils ont envoyé une lettre au nom de M. Marcelin François, mais non pas au nom de Mme Marcelin François, à l'ancienne adresse. Donc, c'était toujours du rattrapage, c'est toujours des improvisations. Et maintenant, ce qu'on sait et puis ce qu'on ressent, c'est réellement un jeu politique qui se fait entre le fédéral et le provincial. Maintenant arrive le programme de 90 000 résidences permanentes. Et le fédéral, dans sa malhonnêteté intellectuelle, je pense, n'a pas spécifié clairement qui était éligible. Et pour être éligible, il faut absolument être résident temporaire. Et la première chose qu'on va voir sur le permis de travail des demandeurs d'asile, des personnes sans statut, c'est que le permis de travail dit ce document ne vous confère pas le statut de résident temporaire. Donc, ça n'a pas été annoncé. Alors, quand le programme a été annoncé, donc on parle du 6 mai, déjà, à peine 4 jours plus tard, je me retrouve avec des gens qui ont, étant donné que le programme était toujours hors Québec, parce que Québec ne voulait pas participer à ce programme, et le fédéral le savait, j'ai déjà 4 ou 6 personnes qui étaient rendues à Toronto ou à Ottawa, ils ont laissé leur appartement, laissé leur emploi, ils se retrouvent à Toronto pour se faire dire, désolé, vous n'êtes pas éligible. Et ils n'étaient pas les seuls. Il y en a d'autres que je ne connais pas personnellement qui sont rendus dans d'autres provinces et qui ne seront pas plus éligibles. Alors, ça, c'est ce qui se fait. Donc, on continue et puis on doit continuer justement à mettre pression sur le provincial et le fédéral. Parce que là, maintenant, le provincial, tout d'un coup, ils ont accéléré leur rythme pour donner le CSQ. J'ai un monsieur la semaine dernière, le jour même qu'il a reçu sa lettre d'approbation du fédéral, le même jour, il a reçu sa lettre disant qu'il a eu le CSQ. Alors, je me dis, waouh, est-ce que présentement, il y a un système intégré où le provincial a déjà une liste des demandeurs d'asile qui passent par l'humanitaire, soit l'ange gardien ou l'humanitaire en demande d'asile, et ça se fait beaucoup plus rapide. Je pense que Mme Giraud veut montrer effectivement qu'il n'y a pas de lenteur et qui vont bien, et que c'est finalement le fédéral qui retarde le processus. Alors, c'est ça que vivent présentement les gens. Par contre, l'autre chose qui m'inquiète beaucoup, c'est que à travers la coalition pour les personnes sans statut qui demandent le statut pour les demandeurs d'asile en cours, la chose a un peu varié, à savoir que l'aspect médiatique a permis à d'autres gens, je pense, et puis c'est une opinion personnelle, mais je constate que ce qui était pour les demandeurs d'asile est devenu maintenant plus sur la question du PEC, le programme d'expérience québécoise. Donc, le côté demandeur d'asile a pris un plat en arrière. D'autres gens qui étaient à l'avant, justement, dans ce combat-là, eux aussi, ils ont pris un recul. Et ce que je vois dans les dernières semaines, c'est les autres programmes qui semblent prendre priorité. Et pour moi, je trouve que c'est très dangereux parce que dans le jeu politique qui se fait, il y aurait moyen de pousser le fédéral à enlever cette petite chose qui dit qu'il faut être résident temporaire, qu'il l'enlève du programme de 90 000. Maintenant,
si les gens veulent quitter le Québec, aller vivre ailleurs et être éligibles, là maintenant, ce sera possible. Mais présentement, ce n'est pas le cas. Alors, c'est de continuer à mettre pression, solliciter des gens qui sont, selon moi, intègres, dans le sens que voici qui ont besoin d'être soutenus et non pas diverger vers un autre, d'autres intérêts pour aller chercher leur propre intérêt à eux. C'est ce que sont mes constatations. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est aussi la question de la santé mentale de mes avocats. Je dois vous avouer, dans les derniers jours, je ressens un trop-plein au point que j'ai même des situations qui m'ont étonné lors d'une audience hier où, à la fin, bon, il semblerait que le client m'a appelé, en fait, moi je les appelle les protégés, il m'a appelé pour me dire, écoute, Franz, on pense qu'on a bien répondu. Et quand le commissaire a demandé à l'avocat d'intervenir, l'avocat a simplement dit, écoutez, j'ai eu ma semaine dans le corps, et puis non, je ne ferai pas d'intervention. Alors je me dis, OK, on a une chance on a une chance en commun. Oui, je sais dire. J'en voulais pas, mais effectivement, l'avocate a dit, je suis désolé, je suis trop fatigué pour faire mon argumentaire. Alors, le commissaire m'a dit, vous êtes sûr? Il dit, oui, désolé, mais je ne peux pas le faire. Et en arrivé là, ça m'inquiète. Quand j'ai 2 très bons dossiers en humanitaire que je donne à un très bon avocat, enfin, que je sollicite un très bon avocat à prendre le dossier, et cet avocat me dit, écoute, Franz, je vais passer mon tour parce que ma santé est prioritaire pour moi. Et ça, c'est ce que se vit présentement. Bon, merci. Je pense qu'on entend beaucoup de débordements dans la défense des droits, que ce soit au niveau communautaire, mais maintenant, on entend que ça atteint les avocats aussi. Puis je sais que Médecins du Monde, toutes les gens qui font les soins de santé pour les personnes sans assurance, vous êtes aussi comme sollicités. C'est une situation difficile, mais nos questions tournent un peu autour de dire c'est important de s'organiser, de se demander quelles sont les stratégies qui marcheraient le mieux pour ça. Une question sur la pertinence d'interpeller les politiciens à intervenir sur différents cas ou enjeux. Il y avait une autre question, je pense que France t'a répondu un peu, mais je pense que les gens aimeraient comprendre un peu plus comme qu'est-ce qui se passe entre le fédéral et le provincial actuellement. Le Québec est dans une situation particulière politiquement. Je vois Nina qui veut dire quelque chose. Alors, si tu veux, Nina. Il y a aussi Caroline et Mamadou, vous n'avez pas parlé depuis un petit bout. Si vous voulez, sentez-vous à l'aise. On va poser des questions pour une autre 15 minutes, je pense. On va finir à ça. Je veux dire seulement quelque chose à rapport à l'organisation. Mais depuis que je suis au CTI, je commence pour m'organiser. Mais le plus important, et c'est le mot que je voulais passer, c'est qu'il faut qu'on fait la manif, il faut qu'on se fait écouter pour les médias, il faut qu'on utilise tous nos outils. Parce que si on reste toujours dans les coins, dans les trucs, que personne ne va entendre, mais même vous-même bien de m'écouter, il y avait des choses que c'est vrai, il y avait un problème, il y avait des personnes que personne n'était à l'aise de savoir qu'il y avait personnes sans statut dans la précarité. Ça commence pour toucher les gens. Pour moi, personnellement, je dis il faut y aller. Comme ça, on fait se faire passer les voix aussi, mais en plus que soit visible, parce que nous sommes les invisibles. Nous sommes restés dans les côtés, mais les gouvernements nous sont là, l'étiquette illégale, sans statut, sans papier, mais quand il y avait les besoins des travailleurs essentiels, nous sommes dans la première ligne. C'est que pour moi, c'est très important de nous mobiliser, de faire les manifs, les conférences de presse, de faire la dénonciation,
pour moi, maintenant, c'est un peu plus facile parce que j'ai la confiance au CTI. Parce que je sais que je suis en sécurité, parce que j'ai pu parler, j'ai pu élever ma voix pour les personnes qui ne me connaissent pas, mais avant que je suis sans statut, si je connais personne, je suis vraiment isolée. Je sortais de ma maison pour faire 1000 fois, je travaillais dans n'importe quoi, j'ai fait plein de choses que même je réfléchis, c'est wow, pour moi c'est quelque chose que ça me touche, mais c'est ça ma vie avant. Depuis que je suis au CTI, je trouve un peu comme le chemin et je sais que je peux continuer et c'est ça que j'encourage et je peux partager ça. C'est qu'il faut qu'on fait tout notre effort, qu'on utilise les outils qu'on a eu maintenant parce que sinon, ça va rester toujours le problème. C'est comme, OK, nous sommes les problèmes, les illégaux, les invisibles. C'est qu'il faut qu'on fait je garde toujours la foi, mais présentement, ma situation, ça devient un peu plus compliqué. Mais quand même, je garde la foi parce que c'est tellement difficile et comme vient de mentionner, la santé mentale aussi, c'est quelque chose que c'est l'anxiété, la dépression, ça c'est maintenant ça c'est dur à dire, mais c'est comme commence pour être normal. Mais maintenant, les personnes qui sont, on peut dire la différence, je m'excuse, c'est comme les personnes qui tiennent le droit d'avoir un statut, même si c'est canadien ou d'avoir sa nationalité ou je ne sais pas quoi. Mais il y avait un statut légal pour la politique et pour les gouvernements et pour la marchandise que c'est dans le système de notre société. Pour eux, ça commence pour être vraiment difficile à cause de la pandémie, le stress, l'anxiété et tout ça. Pour nous, c'est déjà normal. Il y avait beaucoup entre nous que, Merci, Nina. pour moi, ça fait longtemps que depuis que je suis ici, j'ai décidé de suicidaire. C'est que c'est dur. C'est la dépression et c'est maintenant, on était de l'autre côté. Et je m'excuse encore une autre fois, les personnes qui peuvent avoir sa nationalité, son droit, ils commencent par expérimenter ça. Pour nous, c'est chaque jour, depuis qu'on a perdu le statut, depuis qu'on était ici dans la précarité, c'est ça la première chose qu'on peut faire. C'est la première chose, on tombe dans une dépression sévère. C'est mon cas. Mais c'est tout ça. Merci. Merci, Nina. Merci beaucoup de partager tout ça. Je pense que je ne vois pas d'autres questions, alors je vais inviter chaque panéliste qui reste, si vous voulez faire quelques mots de fin, puis après on va passer ça à Marissa qui va nous parler de la campagne d'Amnesty. Alors Franz, si tu veux commencer, après Caroline, Mamadou, Viviana. Oui, merci Gio. Et réellement, je suis très sensible parce que vous dites que toute la question de santé mentale devient pour moi, comme je dis, autant avec les demandeurs d'asile que l'état de santé mentale des avocats qui sont totalement débordés avec les conditions qui ne sont pas toujours claires. Et puis chaque avocat a une compréhension et puis malgré qu'il y a l'Acadie qui fait un excellent travail, mais il a fallu par exemple que quand le programme de 90 000 résidences permanentes a été annoncé, il y a des gens qui se sont créés tout d'un coup comme experts à interpréter le programme et faisaient des zooms et il y avait des consultants qui disaient oui. Il a fallu que j'interpelle deux PhD à l'Université d'Ottawa pour aller fouiller dans le programme pour finalement confirmer que les demandeurs d'asile ne quittaient pas le Québec parce qu'ils ne seraient pas éligibles au programme. Donc, c'est réellement devoir à responsabiliser les gouvernements à être beaucoup plus transparents parce qu'ils jouent avec la vie, la qualité de vie des gens. Présentement, j'ai entre autres un couple de 5 enfants à cause justement du stress et leur incapacité à peut-être bien gérer la dynamique familiale. La plus vieille de 15 ans a porté plainte comme quoi le père a tapé sa petite sœur de 2 heures, comme DPJ est rentré là-dedans.
avocat en immigration, avocat en droit droit de famille qui n'a pas pu aller à cause qu'elle a côtoyé quelqu'un qui a Covid, elle a envoyé un avocat qui n'a jamais fait de droit du travail. It's a real mess. C'est réellement, alors ça, c'est ce qu'on vit présentement. Et autant qu'on veut se garder, on veut se protéger, mais autant les appels, regardez combien d'appels que j'ai eu tout à l'heure qui a coupé mon micro, Oui. et ça n'a pas arrêté. Présentement, j'ai 856 messages textes. Je ne parle pas autre, 1856, j'ai plus de 1400 WhatsApp, etc. Parce que ce qui arrive, c'est que les organismes communautaires ou les gens qui font le travail que nous faisons, que je fais, nous sommes le dernier lien ombilical avec l'espoir d'être acceptés. Et quand ils n'ont pas les résultats, même que cette dame qui a 5 enfants, elle n'osait même pas me dire, Franz, l'avocat que tu m'as donné ne fait pas sa job. Elle avait peur de me culpabiliser, comme quoi tu m'as donné, excusez le mot, un trou de cul. Je suis vraiment désolé de dire ce mot-là, mais j'étais insulté de savoir que cette avocate, je comprends qu'elle a côtoyé des gens de Covid, mais appelle-moi. J'ai dit, écoute, Franck, je ne pourrais pas me présenter et j'ai eu un confrère qui va y aller. J'aurais dit, c'est quoi l'expertise de ton confrère? Elle m'aurait dit, j'ai dit, écoute, je vais trouver quelqu'un d'autre. Et j'aurais même payé de ma poche si l'autre avocat n'était pas prêt à le prendre avec l'aide juridique. Donc, je veux pas qu'on minimise ce que fait les gouvernements et leur manque de transparence, parce que non seulement ils affectent les gens qui méritent d'être protégés, les demandeurs d'asile, les personnes sans statut, mais ils commencent à nous affecter, nous. Et si nous sommes le dernier lien avec les programmes et tout, qu'est-ce qui va se passer? Je ne peux pas me permettre d'être malade. Ça, je vous le dis, je ne peux pas me permettre d'être malade. J'ai des centaines de gens qui m'appellent et qui disent, Franck, j'ai besoin d'aide. Alors, quelque part, je dois choisir où je dois aller éteindre des feux. Et autant qu'on essaie de s'interpeller d'un organisme à l'autre, nous sommes tous dans le même bain. Nous sommes tous là. Il reste tellement de travail à faire, évidemment, puis trop peu de personnes pour le faire actuellement. Voilà. Yeah. On va, comme je sais qu'il reste beaucoup de choses à dire, mais on va demander aux autres de dire quelques mots avant Marissa, mais je pense que ce soir, on est en train d'entendre le travail incroyable que les gens font pour essayer de défendre ses droits. Caroline? Oui, c'est ça. J'essayais de mettre en ordre les pensées aussi pour que ça soit plus clair. Et en fait, quelque chose que je trouvais hyper intéressant, c'est qu'on a dit plus tôt, entre autres, qu'on parlait du soutien financier que le CPI mettait de l'avant pour des personnes, travailleurs précaires qui perdaient leur emploi. On nommait que, oui, on met en place des trucs pour pallier, mais c'est pour pallier. Puis, dans la question qu'on posait tantôt sur comment interpeller des fois des ministres. C'est nous, dans notre travail quotidien, on va faire appel régulièrement à des attaches politiques de députés pour pouvoir faire, par exemple, des demandes de RAMQ discrétionnaire dans des situations où la personne a vraiment besoin en urgence de soins médicaux, etc. C'est quelque chose qu'on peut faire. Mais encore là, ça dépend d'un pouvoir discrétionnaire, comme quand on accompagne une personne à l'urgence, à l'hôpital, puis qu'il y a des risques que peut-être la personne, à cause qu'il n'y a pas risque imminent pour la vie, ben, elle soit refusée parce qu'elle va être envoyée vers la comptabilité, elle n'aura pas les sous pour payer, etc. Le médecin peut refuser de l'avoir. Mais encore là, ça dépend de la décision ou du pouvoir discrétionnaire de la personne qui est devant toi pour te donner accès à exercer tes droits. Puis je pense que ça, c'est le plus gros problème, c'est que présentement, les personnes, comme si on parle des personnes sans statut, quand on les accompagne, bien, on dépend de ça. On dépend de la décision discrétionnaire de la personne qui va permettre à accéder ou non aux droits de la personne. Puis même chose, c'est pas tant la décision discrétionnaire, mais
comme Franz nommait, d'avoir accès à des avocats présentement pour faire des demandes humanitaires parce que souvent c'est le seul recours. C'est extrêmement difficile et c'est dispendieux et c'est énormément de travail. Donc, une personne qui souhaite exercer ce recours-là, bien, encore là, elle est extrêmement limitée dans son accès. Donc, je pense que dans les pistes de solutions, il faut toujours avoir une perspective très globale, puis justement de ne pas oublier plusieurs personnes qui contribuent à notre communauté. Puis quelque chose que j'ai trouvé vraiment extrêmement touchant de ce que Nina a dit, c'est l'importance de trouver des espaces où où les personnes puissent se regrouper, briser leur isolement, se mobiliser, mais aussi pour exister en tant que personne de droit, en tant que personne, puis d'être ensemble, puis de se mobiliser pour permettre un plus grand accès. Je pense que des espaces comme le CTI où les gens puissent se regrouper sont essentiels, mais il faut aussi le faire dans notre travail, de travailler à briser l'isolement. Si, merci. Je pense qu'effectivement, quand on est en solidarité, ça fait toute une différence, on se sent différemment. Mamadou, est-ce que tu as quelques mots à dire avant de... Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est au niveau des détentions des femmes enceintes, parce que moi, j'étais détenu avec des femmes, puis j'ai vu des femmes qui étaient enceintes à l'époque dans le centre de détention. Donc, c'est un sujet que j'ai gardé en tête il y a vraiment longtemps. Donc, je voulais passer ce message. Au moins, c'est comme émission internationale avec M. Franck qui est avec nous là. C'est au moins ce qu'ils sont capables d'écrire, au moins des différents lettres s'adresser aux différents députés du pays pour que les gens puissent voter des lois concernant ce genre de choses-là. Vraiment, ça sera vraiment bien avec les séparations des familles. Une femme qui vit ici avec son mari, et puis un jour, on vient prendre son mari pour le déporter. La femme reste avec ses enfants ici seule. Donc, ce sont des sujets qui sont vraiment importants pour moi. Ouais, parce que je vivais avec des gens qui étaient dans ce genre de situation. Le mari était déporté et la femme avait 3 enfants. Souvent, j'étais obligé même de donner de l'aide à la femme. Et malgré qu'on n'est pas de même famille, de supporter financièrement. Et puis, j'ai mon meilleur ami, une Québécoise, qui n'a jamais connu son père. Donc, un jour, il a demandé, il dit, mais Ariel, où est ton père? Il dit, mais je n'ai pas connu mon père parce que quand ma mère était enceinte, mon père était déporté par migration. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et quelques, je n'ai jamais connu mon père depuis à ce moment. Donc, c'est ce message que je voulais passer, ouais. Oui, c'est un autre aspect de notre système d'immigration vraiment inhumain, là, de séparer les familles. Je pense que c'est très bien que tu l'as soulevé, c'est très important. Merci. Viviana? Voilà. Désolée. Oui, juste à ajouter aussi de tenir en compte aussi que les travailleuses agricoles, c'est le seul secteur qui n'ont pas le droit à l'application, pour appliquer à la résidence permanente, et c'est vraiment discriminatoire. C'est quelque chose que aussi j'aimerais soulever. Je suis à l'aéroport, le Québec attend l'entrée de 16 000 travailleurs. Et quand on les voit chaque jour, les avions qui arrivent, plein de travailleurs, travailleuses, savoir que c'est le seul secteur qui n'ont pas l'accès à la résidence permanente, même si le Québec dépend entièrement de ces travailleurs, travailleuses, c'est ça. Il faut soulever aussi, je pense qu'il faut, nous, les organismes communautaires, la population affectée, sans ce statut demandeur d'asile, travailleur étranger temporaire, tout le monde doit s'unir pour travailler dans un seul discours, parce que même si on est tout le monde ici avec des luttes qu'on essaye à revendiquer, je pense que tout le monde a le même endroit, mais on entend des discours différents et le gouvernement le sait, c'est là qu'il trouve pour nous diviser. Alors, je pense que c'est important de travailler à l'ensemble, de soulever un seul discours pour avoir plus de pouvoir face à
le gouvernement de la CAQ. Et on sait très bien que ici à Montréal, même si on a réussi à avoir la déclaration de la ville que ça proclamait à favor de la régularisation, ça c'est historique, il faut le mentionner. Et aussi qu'on a réussi à avoir la déclaration publique des syndicats, ça c'est aussi historique, il faut aussi le mentionner. Et ça a passé des années pour avoir cette déclaration publique. Encore, il manque beaucoup de travail à faire. Et il faut passer de la déclaration de mots à le travail de terrain. Qu'est-ce que vont faire les syndicats vraiment pour que cette lutte vraiment cette déclaration peut devenir réelle sur le terrain? Et qu'est-ce que la ville va faire aussi pour vraiment travailler plus sur une ville sanctuaire. On est en train de travailler, je sais qu'ils ont de bonnes intentions, mais c'est ça, il faut travailler plus à l'extérieur de Montréal, que c'est où se trouvent tous les votants de la CAQ, et c'est là qu'il faut s'arranger pour aller ailleurs de Montréal. Et pour mon côté, c'est tout. Merci à toutes et tous. Merci, Viviana. OK, on va demander maintenant à Marissa de nous parler de la campagne d'Amnesty que plusieurs de nos organisateurs appuient. Qu'est-ce qu'on peut faire? Merci, Jill. Et merci Caroline, Mamadou, France, Viviana et Nina pour le partage de vos expériences et votre expertise. Et merci énormément, Jill, pour l'animation réfléchie et dynamique. Je vais juste prendre 1 ou 2 minutes pour parler de la campagne parce qu'évidemment, c'est dans le cadre de cette mobilisation qu'on est là ce soir. Et comme ça a été souligné par plusieurs de nos intervenants et intervenantes, il y a beaucoup qui se fait depuis longtemps par beaucoup de groupes et organisations sur l'enjeu de la défense des droits des personnes migrantes sans statut à statut précaire. La campagne d'Amnesty a été développée notamment en consultation avec le Centre des travailleurs et travailleuses immigrantes. Nous travaillons de façon étroite avec la CSN et nous faisons partie de la coalition pour la régularisation que France a mentionné. Donc, je pense que le travail en coalition, en collaboration, en partenariat, c'est très, très important. Et je pense que ma collègue Anna va partager un diapo avec la pétition. C'est l'outil de mobilisation principal qu'on a disponible. C'est une pétition qui demande au ministre d'immigration canadien et québécoise d'élargir le programme